Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le référent départemental de la France Insoumise, François-Xavier Vine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rappeler que vous êtes avocat et le cœur à gauche de la gauche depuis toujours, on peut dire ça? Depuis très longtemps, oui. Depuis la majorité, 18 ans, déjà étudiant et militant? J'avais peut-être un petit défaut d'abstentionnisme à 18-20 ans, mais dès que j'ai commencé à m'intéresser à la vie politique, oui, le cœur est rapidement parti à gauche, surtout lorsque je voyais certains homologues de la faculté de droit qui, eux, étaient plus le cœur à droite. Ouais, vous n'étiez pas majoritaire, hein. Pour avoir fréquenté un peu les bancs de la fac de droit, il y a quand même une majorité qui est plutôt à droite sur les bancs, on peut le dire? On trouve de tout, mais je crois qu'à la faculté de droit, l'UNI est assez fort, le syndicat étudiant de droite, mais bon. Tout est dit. Précision sémantique, d'ailleurs, c'est toujours important sur ce qu'est l'extrême gauche, puisqu'on targue souvent la France insoumise d'être d'extrême gauche. Selon les politologues, l'extrême gauche, c'est donc le rejet de la démocratie libérale, l'abolition du capitalisme. Pour l'instant, vous cochez les cases. Par la révolution. Par contre, là, vous n'êtes pas sur ce terrain-là, puisqu'on rappelle que LFI prône la sixième République. Bon, c'est de la sémantique, ça n'a aucune importance. Quand on vous targue d'extrême gauche, vous le prenez comment? Si, ça a une importance parce que lorsque c'est utilisé par des médias d'extrême gauche, ça veut le terme d'extrémiste dans la sémantique de tout à chacun. On pense à des actes graves. On ne s'identifie jamais à de l'extrême gauche. On a une vision qui est différente, effectivement anticapitaliste, mais pas via le biais d'une révolution, simplement d'une nouvelle république, que la Constitution de 1958 qui a fait son temps. On la révise, on en fasse une sixième. Donc si on suit vraiment les politologues, l'extrême gauche aujourd'hui, c'est Lutte ouvrière et le NPA. Il faut être tout à fait clair. En gros, à gauche, Ce sont des anticapitalistes, mais moi j'aurais une vision de l'extrême gauche qui serait encore bien plus à gauche que ce que pourrait être le NPA ou Lutte ouvrière. Allez, on passe tout de suite au sujet qui nous intéresse. D'abord, comment s'organise la NUPES et LFI, la France Insoumise, dans les Vosges aujourd'hui? Donc il y a eu cet accord pour les législatives et pour les présidentielles. Est-ce que la NUPES existe encore dans les Vosges? Est-ce que vous vous parlez avec les écologistes et le Parti socialiste? Alors la NUPES, c'est déjà une formation très récente, c'est-à-dire qu'aux élections présidentielles de 2022, elle n'existait pas, elle s'est créée juste avant les législatives, ce qui a permis d'avoir plus de 140 postes de députés à l'Assemblée nationale. Et a fait grincer des dents, vous le savez bien Et aussi. a fait grincer des dents, peut-être que certains les ont Vosges y perdu leur compris, bien place sûr. à cause de ça, bien évidemment, il y a ces difficultés notamment dans notre circonscription, on va dire, peu importe, passons à autre chose. Depuis, je pense que la NUPES a fait ses preuves à l'Assemblée nationale, et c'était le contrat de départ. On n'avait pas tous forcément la même opinion sur certains points, mais par exemple, des points comme la retraite à 64 ans, on est tous contre, on a fait front à l'Assemblée nationale. À l'échelle des Vosges, cette dynamique demeure. On est en parfaite coalition avec les Verts et avec le Parti communiste français. Le Parti socialiste, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas D'interlocuteurs. d'interlocuteurs On qui recevait viennent le à des premier réunions. secrétaire fédéral la semaine dernière, ici même, qui se plaignait justement de cela, même si lui, il est franchement anti-NUPES. Qui se plaignent de quoi? Moi, je ne sais pas, on va pas régler nos comptes sur ce plateau, mais notre porte est toujours ouverte. On envoie à chaque fois des invitations, on en rencontre quelques-uns, mais pas au nom véritable du Parti socialiste des Vosges, malheureusement. Alors, on vous a vu dans les cortèges des manifestations contre la réforme des retraites. Tout à fait. Avant de parler du fond, un mot sur la mobilisation dans les Vosges. Épinal et Saint-Dié se sont inscrits dans ce qu'on a vu ailleurs, cette émergence des villes moyennes. Est-ce que vous avez été surpris par cette mobilisation dans ce qu'on appelle effectivement les villes moyennes? Surpris, non, ça fait très plaisir. On a vu des mobilisations à Neufchâteau, on a vu à Saint-Dié, 1500 personnes à la dernière manifestation. À Épinal, moi, c'est pas de la surprise, ça fait chaud au cœur, c'est qu'on voit des gens qui travaillent, qui sont dans la rue parce qu'ils comprennent que cette réforme des retraites est particulièrement malsaine, elle n'est pas opportune. Et ce mouvement social est important. On est sur autre chose que celle des Gilets jaunes, on est véritablement dans un mouvement de travailleurs qui veut faire entendre sa voix et de manière pacifique. Alors, on va parler du fond dans un instant. Demain, donc, 10e acte, 10e rassemblement à Saint-Dié, Neufchâteau, Épinal. Alors, Neufchâteau, je ne suis pas sûr, mais... Si, Neufchâteau, le 28 mars à 10h devant la préfecture. Donc, il y aura Saint-Dié Organisé par le la matin CGT et de Épinal Neufchâteau. l'après-midi. Comment vous sentez les choses? Il y a eu cette mobilisation en masse sur l'acte 9. Est-ce que vous pensez qu'on va rester dans cette lignée-là? Alors, vous n'êtes pas de Madame Irma, hein, évidemment, mais est-ce que vous sentez toujours les gens mobilisés et prêts à sacrifier aussi du salaire pour ça, hein, bien sûr, hein? C'est très compliqué. C'est vrai que sur la durée, tout mouvement aurait tendance à s'essouffler, mais c'est surtout qu'on est dans une période un petit peu d'entre-deux. On a vu cette question du vote avec les mobilisations en amont, on a eu le 49-3,
La précédente était la mobilisation d'après motion de censure, donc qui validait ce texte. C'était pour montrer que même si, et je le mets avec des guillemets parce qu'il y aura d'autres recours, mais même si on a perdu l'étape du 49.3 et de la motion de censure, le peuple est toujours là et toujours dans la rue. Aujourd'hui, il ne va pas se passer grand-chose jusqu'à la réponse du Conseil constitutionnel et puis le référendum d'initiative populaire. Mais ça montre Vous y quoi? croyez? Il faut 4 millions, un peu plus de 4 millions de Ah, personnes. mais j'y crois dur comme fer. Parce que dans l'histoire de la Ve République, nous avons eu deux référendums d'initiative populaire. Le premier, c'était à Aéroport de Paris. À Aéroport de Paris, personne ne se sentait concerné, encore moins dans les Vosges. Je l'avais signé, hein, personnellement, c'était un énième concession des autoroutes, concession de la Française des Jeux. C'était l'aéroport de Paris, un fleuron national qui disparaissait. Il y avait eu 1 million de signataires, puis le Covid a mis fin à cela. Aujourd'hui, on parle des retraites qui touchent absolument tous les Français. Donc, lorsque on ira sur les marchés, lorsqu'on ira faire du porte-à-porte pour expliquer comment il faut simplement signer cette pétition et que c'est une pétition qui change la donne, ça va véritablement être un impact. Et je me demande quelle va être la réaction du président qui aura de force fait passer une décision, qui aura eu des députés qui ne sont pas de son mouvement et que ce soit passé à 9 voix près, lorsqu'il aura les 4,7 millions de Français, de citoyens français qui lui diront stop, à un moment donné, il faudra forcément qu'il change son fusil d'épaule. Bon, il va se passer des mois, hein, ça c'est 9 sûr. mois. 9 mois, donc on sera sans doute début de 2024. Sachant qu'il y a eu aussi une autre jurisprudence, hein, c'est le CPE. Vous êtes peut-être encore un peu jeune pour y avoir participé, mais effectivement, on se souvient que Jacques Chirac avait validé, enfin, en tous les cas, le gouvernement de l'époque avait validé le CPE et puis finalement avait dû faire machine arrière par rapport à la mobilisation dans la rue. Alors, la NUPES en général et LFI en particulier ont été très proactifs durant la séquence parlementaire qui s'est achevée. Vous avez été pointé du doigt pour les milliers d'amendements, ce qu'on appelait l'obstruction, et des propos parfois outranciers. Est-ce que vous assumez de tout cela? Moi, je n'ai rien dit sur, sur les milliers d'amendements. C'était une stratégie. Je ne suis malheureusement pas parlementaire. Les débats étaient faits sur 10 jours. De toute façon, qu'il y ait 1000, 10 000 ou 100 amendements, le délai était trop court pour étudier le sujet épineux qui est celui des retraites. Donc la stratégie était celle de la France Insoumise, qui était différente de celle de nos homologues du PCF. Mais de toute façon, dans Tact, pour finir à un 49.3, la messe était déjà dite. Sur certains propos, je peux comprendre que certaines choses s'emportent lors de débats, et il y a de l'affect qui parle, je ne sais pas auquel vous faites expressément référence. Ouais, vous êtes des assassins qui est mal Le passé. terme assassin, alors celle-là je le verrais plutôt de mon œil d'avocat. Un assassin, c'est quelqu'un qui prémédite un meurtre. Ce terme-là a été utilisé lorsqu'a été évoqué le fait de supprimer les CHSCT, les comités d'hygiène et de sécurité au travail. Car depuis cette suppression, les accidents mortels du travail ont augmenté par centaines. Oui, Donc, c'était circonstancié, mais vous savez bien que le mot, de toute façon, il y a eu des excuses derrière. Hein, il y a eu des excuses derrière parce que le mot assassin n'est pas le bon mot à utiliser. En revanche, des qualifications d'homicide involontaire ou autre pourraient être examinées parce que appuyer sur un bouton dans une assemblée nationale pour supprimer un CHSCT, forcément, on veut tuer personne en appuyant sur un bouton. Mais la pratique derrière, c'est qu'il y a des travailleurs qui sont décédés. Et en France, on a plus de chances malheureusement de mourir au travail que de terrorisme ou autre. Hein. C'est vraiment un malaise de notre société, l'accidentologie au travail. Alors, pour en finir avec cette réforme des retraites, votre constat aujourd'hui, donc on l'a bien compris. La suite, pour vous, donc, c'est vraiment d'abord l'aspect juridique devant le Conseil constitutionnel, puis ce RIP. Pas d'autre possibilité que de continuer le combat dans la rue, en espérant que ça ne pousse pas vers la violence qu'on a commencé à voir, y compris à Épinal d'ailleurs, quelques heures. Alors, la violence, effectivement, ça invisibilise nos manifestations. Nous, on est là dans le cadre de manifestations pacifiques. À Épinal, celle de la semaine dernière, j'y étais, j'ai vu les gaz lacrymogènes. On parle de quoi? On parle de 8, 9 000, 10 000 travailleurs, ou 10 000, enfin retraités, 10 000 citoyens qui sont là pour manifester dans la paix. Et il y en a quoi? Une trentaine, quarantaine, cinquantaine qui, poussés à bout, veulent en découdre. Et vous savez bien que ce sont des images qui restent, que ça fait peur aux commerçants, qu'il y a des tas de conséquences derrière, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Et j'entends bien que ces images sont désagréables parce que c'est désagréable ce type de violence et nous n'appelons pas à ces violences. Donc demain, on a bien compris que les cortèges doivent, en tous les cas, c'est ce que vous espérez, rester pacifiques. Qui sort vainqueur de cette séquence? Alors, on a beaucoup parlé du Rassemblement national qui se frotterait les mains de cette séquence à laquelle elle n'a guère participé. Comment vous analysez les choses? Certains députés, y compris Vosgiens, donc, ont voté contre cette motion pour faire barrage à la NUPES. Hein, c'était un petit peu ça. Qui sort vainqueur de tout cela?
Qui sort vainqueur? J'ai vu publier il y a 2 3 jours des statistiques. Si jamais les élections législatives venaient à se refaire, ce serait le Rassemblement national qui serait grand vainqueur. Et c'est un grand piège, parce que je tiens à le rappeler, le Front national, Rassemblement national maintenant, de 2007-2008, la lignée de Jean-Marie Le Pen, c'était une retraite à 65 ans. C'était leur credo depuis toujours. Là, la donne a un petit peu changé. À mon sens, on fait du clientélisme pour récupérer de l'électorat ouvrier, mais dans la logique libérale de la finance du Front National, c'était retraite à 65 ans. Oui, il fallait Il ne faut pas travailler l'oublier. plus et aujourd'hui, effectivement, on est totalement à l'inverse, effectivement. Alors, le sujet des retraites a beaucoup éclipsé en bonne partie, en tous les cas, les autres priorités du moment. La première, c'est celle du climat. Le 6e rapport du GIEC a été relayé au 2e, voire au 3e plan. Alors, question simple, si un martien dépourvu d'une intelligence assez moyenne débarquait sur Terre aujourd'hui, il aurait quand même du mal à comprendre que, alors que notre planète est en péril, grand péril, tous les experts le disent, on parle beaucoup, et peut-être même trop, d'un rapport, ou en tous les cas d'un travail qu'on doit passer de 62 à 64 ans. Il y a quand même disproportion des thèmes, non? Je pense pas qu'il y ait disproportion. Les deux choses sont tout à fait liées. C'est-à-dire, Il y a l'existence même par rapport à la vie de tous les jours, tout quoi. à fait, mais c'est une question de principe de faire de la finance pour avoir une meilleure rentabilité à court ou moyen terme, et de faire du long-termisme et de l'humain. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et pendant la campagne législative, on l'avait soulevé, la difficulté du De porter réchauffement les thèmes. climatique. Mhm. On les porte, non seulement parce que LV est dans le groupe de la NUPES, mais la France Insoumise également. On a ce même credo et on est consterné par les rapports du GIEC. Et il y a quelque chose de très simple à ne pas perdre vue, c'est qu'en 2015, COP de Paris, on se félicite tous parce qu'on signe un accord. On nous disait quoi en 2015? Attention, risque de plus 1,5 degré entre 2050 et 2100. Et aujourd'hui, on serait content si on restait à 1,5 degré. Et ils sont là, ils sont pour 2025 ou 2026, les 1,5 degrés. Et effectivement, on ne fait rien, on continue, on va à Sainte-Soline et on prélève dans les nappes, on ne s'inquiète pas. Le cycle de l'eau, il y avait le 22 mars, la journée mondiale de l'eau, avec le secrétaire général de l'ONU qui l'a redit, mais ça savait que le cycle de l'eau était perturbé, ça va poser de très très grandes questions. C'est bien évident. Et alors, il nous reste moins d'une minute, pardon, d'accélérer le cadre, mais on va rappeler que vous étiez candidat aux dernières législatives dans la 4e circonscription, celle de la Plaine. Vous êtes arrivé en 3e position derrière le RN et le député sortant Jean-Jacques Gaultier, qui a fini par remporter donc cette élection. Comment est-ce qu'on peut exister comme un mouvement, pour un mouvement comme le vôtre sans avoir d'élus? C'est toute la problématique d'aujourd'hui. Est-ce que le LFI a une stratégie pour mailler le territoire et exister? Alors, comment est-ce qu'on peut exister? Il y a quand même 140, plus de 140 députés NUPES à l'Assemblée nationale. Malheureusement, effectivement, dans les Vosges, on a un Là, je petit zoomais sur les Vosges, conglomère. effectivement. Ouais. Sur les Vosges, on a des soutiens de députés. Pense notamment à Florian Chauche de Belfort, qui vient assez régulièrement sur les Vosges et qui est toujours prêt à nous donner un coup de main ou des informations si besoin. On n'est pas seul. Au niveau du recadrement les filles, c'est pas parce que dans les Vosges on n'a pas d'élus et les filles à l'Assemblée nationale qu'on nous a totalement oubliés. Donc ce cadre-là se crée, on va restructurer via une boucle départementale et on va refaire quelque chose qu'on voit plus régulièrement dans les partis politiques, avec un mandataire financier, avec un gestion du pôle communication, ce genre de choses peut-être qui n'existait pas et qui nous a peut-être fait défaut pour les précédentes campagnes. Donc structuration en cours. François-Xavier Vagne, référent départemental de la France Insoumise, était notre invité. Merci beaucoup. Merci à On vous. se retrouve très bientôt pour ce qui nous concerne, dès la semaine prochaine avec le maire d'Épinal, Patrick Nardin, qui sera sur ce plateau. Très bonne semaine à toutes et à tous.